Bienvenue dans le podcast à l'onde de Van Mag, le magazine qui se lit et s'écoute. Retrouvez ici la version radiophonique et enrichie d'un article que vous avez peut-être déjà lu ou qui vous donnera envie de le lire. Vous mettez l'eau à chauffer, hein ? Alors là, on met l'eau à chauffer, un bruit très caractéristique ici chez Thierry Compagnie, parce qu'on va utiliser une bouilloire thermostatique. Nous allons régler très précisément la température de l'eau pour avoir une eau à la température exacte qui correspond à chaque thé. Là, en l'occurrence, j'ai besoin d'une eau à 85 degrés. Est-ce que vous aussi, ça vous fait cet effet ? Laisser infuser un peu de thé dans une tasse, en sentir les effluves, et partir en Chine ou au Japon, en Inde, au Sri Lanka. Boire du thé, c'est toujours un peu voyager. S'imaginer soudain au cœur de plantations verdoyantes à perte de vue ou sous une tente caïma, et savourer un vrai petit moment suspendu. Le thé est la seconde boisson la plus bue dans le monde après l'eau, parce que c'est un rituel du quotidien également, dans un très très grand nombre de cultures et avec des façons de faire extrêmement différentes. Chaque village, chaque famille, que ce soit en Chine, mais également dans le Maghreb ou dans tous les pays dans le monde où on consomme du thé, ce qui est absolument considérable, chaque famille a sa façon de le faire. Donc c'est pour ça qu'il n'existe pas une cérémonie du thé, mais des centaines de milliers. Pour ce nouvel épisode d'À l'onde de Van Mag, on s'est laissé inviter à boire le thé avec Laurence et Stéphane Masquelin, fondateurs de la maison Tea et Compagnie et experts Van Thé de thé du monde entier. Là, ça y est, ça frémit. Vous allez nous préparer le thé ? Ça sent bon ? Ça sent les fleurs. Qu'est-ce que vous nous avez préparé comme thé ? Alors aujourd'hui, c'est un Oolong Tung Ting. C'est un thé bleu qui vient du Vietnam et qui a pour particularité d'avoir des notes incroyables d'orchidées naturelles. Voilà. Alors c'est pas un thé parfumé, c'est un thé nature. Il développe naturellement ce parfum floral assez incroyable. Il existe plusieurs types de thé. Il y a le thé blanc, le thé jaune, le thé vert, le thé bleu, le thé noir et le thé sombre. Mais alors, thé bleu, ça veut dire quoi ? C'est en fonction des degrés de fermentation. On va avoir, si vous voulez, différents types de oolong en fonction de ce qu'on veut obtenir gustativement. On va avoir une fermentation à 65%, 70, 75, 80%. Et on va se rapprocher de thés plus boisés, plus on va les fermenter. Donc on a des oolong qui sont des thés typiques, si vous voulez, du sud-est de la Chine, mais également de Taïwan. Et généralement sur Taïwan, on trouve des oolong peut-être un petit peu plus fermentés, un petit peu plus boisés. Ici, au Vietnam, on est parti sur un oolong qui est vraiment très 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 frais, très vert, très peu fermenté. On s'approche d'un thé vert, d'ailleurs vous verrez visuellement la feuille. Il sera très clair. Ah oui, elle est émeraude, elle est belle, Voilà. Et quand elle va se déployer, vous allez voir, on est sur des très grandes feuilles, des jolies feuilles matures, mais en même temps très fraîches, très délicates. Et pourquoi vous avez décidé de me faire goûter ce thé-là ? C'est un thé que vous appréciez, vous, particulièrement ? C'était l'envie du jour. Chaque moment de thé, c'est un moment un peu magique, c'est un instant qui est unique. En fonction de chaque personne avec qui on va boire un thé, on va essayer de choisir le thé qui va lui faire plaisir ou qui va l'emmener en voyage. Donc voilà. Là, je pars au Vietnam. Voilà, pas très loin du fameux pic Phan Xipang dans le nord du Vietnam, un endroit luxuriant et absolument formidable. J'ai hâte. C'est quoi cet ustensile ? Le gaiwan, c'est l'ustensile qui permet de préparer le thé dans la cérémonie du thé. Ça ressemble à une sorte de bol avec un couvercle en fait. Oui, on dirait une petite soucoupe avec un couvercle. Tout à fait. Et en fait, quand on va servir le thé dans la verseuse, avant de le verser dans les tasses, on va décaler légèrement ce petit couvercle qui fait que les feuilles vont rester à l'intérieur du gaiwan et juste l'eau va tomber dans la verseuse. Alors la verseuse, c'est un petit récipient, le plus souvent en verre mais qui peut aussi être en céramique et qui servira effectivement à filtrer le thé et à le servir dans les petites coupes que nous utilisons. Alors nous utilisons ici des toutes petites coupes qui ne sont pas du tout des dinettes en fait, même si on pourrait le penser. Mais en fait ce sont des coupes de taille tout à fait normale parce qu'on ne boit jamais une tasse de thé. Dans la cérémonie du thé, techniquement on boit 7 tasses de thé, ce qui correspond à une grande tasse en fait telle qu'on la ferait chez nous, mais ça fait partie de la magie de l'instant. Cette cérémonie s'appelle la cérémonie du Gong Fu Cha et elle consiste effectivement à boire 7 infusions successives
Et on a une espèce de progression du goût avec un développement des saveurs, des arômes à la 2e, 3e infusion, 4e infusion, puis une atténuation jusqu'à épuisement des saveurs à la 7e. C'est un moment un peu quasi méditatif, c'est un moment un peu solennel, un peu martial, d'où l'appellation de cérémonie, puisqu'on le fait dans des grandes occasions. Je suis ravie d'apprendre que On est ravis de recevoir Van Mag aujourd'hui. le podcast d'Alain de Van Mag est une grande occasion. Oui, pour nous, bien sûr. On va attendre quelques secondes que la température baisse un petit peu dans les coupes qui sont froides justement pour faire baisser la température de l'eau. Et si vous êtes d'accord, écoutez, On va y goûter. je lève ma coupe à ce délicieux moment. Alors, on peut aussi, ça c'est un bruit du thé, on peut aussi l'aérer quand on le boit. C'est pas très élégant. C'est pas très élégant, mais c'est ce qui va donner justement, qui va exhaler le plus d'arômes. C'est comme dans le vin en fait. Vous faites rentrer de l'air en même temps que vous faites rentrer la liqueur, que vous faites rentrer l'infusion. Et après, vous inspirez pour faire ce qu'on appelle une rétro-olfaction, c'est-à-dire faire tourner l'air au fond du palais et du nez, et pour avoir toutes les saveurs. Il a une petite note salée. Ouais, il est extraordinaire. Moi, je le trouve très léger. Donc, comme je vous disais, ça s'approche d'un thé vert. C'est vraiment d'une extrême délicatesse comme il faut. Moi, j'aime beaucoup le Doomting. Laurent, Stéphane, vous êtes tous les deux grands amoureux du thé et vous avez une réelle envie de partager cette passion. D'où vient-elle ? Qu'est-ce que vous aimez tant dans le thé ? Pour moi, elle a une très très vieille histoire, cette passion, puisqu'en fait, moi, je venais d'une famille où on buvait uniquement du café. Et j'ai découvert le thé à 15 ans en Russie, lors d'un voyage linguistique. Et en fait, dans les couloirs des hôtels, dans les couloirs des trains, il y avait un objet magnifique qui s'appelle un samovar. Alors un samovar, c'est un très grand réservoir d'eau qu'on fait chauffer et sur lequel est posée une théière qu'on va rallonger d'eau toute la journée et donc qui est mise à disposition des gens dans les bureaux, dans les trains, dans les couloirs d'hôtel. Et ce sont des très jolis objets en métal, en laiton, en cuivre ou en inox. Voilà. Et donc ça m'a tellement fascinée que c'est l'objet que j'ai ramené à ma mère en fait de ce voyage. Moi je pense que ça vient plus des voyages effectivement. J'ai eu une première carrière où j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de monde et chaque fois qu'il y avait une rencontre ça commençait toujours par le thé. Donc le thé moi je vois ça beaucoup comme un rite social et c'est la première chose qui m'a attiré dans le thé. C'est un moment de paix, c'est un moment de calme où on fait connaissance, où on prend compte de l'autre, où on prend compte de sa culture, de ce qu'il est, de ce qu'il veut. C'est un moment pour s'écouter les uns les autres. Et c'est important. C'est dans cet esprit de partage et d'ouverture aux autres cultures que vous avez fondé Tea et Compagnie en 2003. Laurence, parlez-nous un peu de votre maison de thé. Alors, tout au début, en fait, j'ai quitté l'emploi que j'occupais et j'ai eu besoin de recontacter les gens, de revenir à ma nature profonde. Je suis fille de commerçant et je pense que chasser le naturel, il revient au galop. Et j'ai voulu créer effectivement un endroit d'échange, de partage, d'accueil. On était dans le Finistère à l'époque. Alors, je voudrais pas être mauvaise langue, mais il fait un peu moins beau que chez nous. Et donc, il fallait un lieu où on puisse accueillir des familles, par exemple, le dimanche, autour de tables de jeux, autour de choses comme ça. Et on avait aussi envie de partager les talents locaux. Donc, c'était aussi un espace d'exposition au début Tea et Compagnie. Je vous parle de ça il y a 20 ans. La maison s'est beaucoup développée, bien évidemment, parce que nous avons appris de plus en plus, on a développé nos compétences avec cette envie, justement, d'être dans la pédagogie, de casser les préjugés qu'il peut y avoir sur le thé. Parce que quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'il y avait une vision très largement faussée de ce que pouvait être le thé, que c'était un produit bourgeois, que c'était un produit féminin, alors qu'en fait, c'est une boisson universelle et consommée autant par les hommes que les femmes, en fait. Les jeunes, les moins jeunes, toutes les générations peuvent se retrouver autour d'une tasse et partager de bons moments, bien sûr. En fait, on voulait essayer de ramener un maximum de monde vers le thé de qualité. Les amateurs ne sont pas forcément les gens les plus fortunés. Donc on voulait vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Il fallait une grande qualité pour ça, pour conquérir justement un maximum de monde. Et donc, par exemple, pour créer la carte initiale de Tea et Compagnie qui était de 40 thés, on a goûté plus de 400 thés. C'est-à-dire que pour choisir mon thé au caramel ou mon Earl Grey, j'ai goûté peut-être une quinzaine de thé au caramel ou de Earl Grey avant de choisir le mien. Je vais prendre le temps quand même de savourer ce thé oolong. Je trouve qu'il a un goût plus prononcé. Oui, c'est pour ça que je vous disais, il y a une courbe de goût comme ça. En fait, vous allez avoir à la 2e, 3e, 4e infusion. Là, on est sur la 4e, c'est la plus forte. Ça fait une courbe de goût comme ça. Et là, la note florale, florale, elle est bien plus présente. Ouais. Et plus les feuilles ont de place dans l'eau pour s'exprimer, meilleur le thé sera.
De simples sélectionneurs, vous êtes devenus assembleurs et créateurs de vos propres thés. Comment on fait un bon thé ? Alors la première création, en fait, elle est venue vraiment très spontanément. Je cherchais des thés de Noël et je ne trouvais pas chez les différents fabricants avec qui je travaillais le thé de Noël qui me faisait rêver, que j'avais envie de boire à Noël. Et donc je me suis lancée. En fait, j'ai cherché les tonalités qui, moi, me plairaient pour accompagner ce que j'adore à Noël, c'est les panettones. Et donc j'ai réalisé le premier thé, le Happy Christmas, qui a reçu en plus la feuille d'or très rapidement. En fait, à un des premiers salons qu'on ait fait, c'était à Lorient, c'était le salon du café, du thé, du chocolat. Et donc j'ai réalisé mon thé de Noël, je l'ai fait goûter autour de moi et mes amis et mes proches ont bien aimé. Puis après, du coup, je me suis lancée, j'ai proposé à la vente à mes clients qui l'ont apprécié également. On a reçu ce prix. Voilà. Et ensuite, ce sont d'autres occasions qui nous ont fait poursuivre ces créations et Stéphane va pouvoir vous raconter. Oui, le thé au fil de Vannes, c'est une création qui a maintenant quelques années, qui effectivement m'a été demandée par le maire de Vannes, qui un jour rentrait dans le comptoir de thé et qui m'a dit « mais c'est formidable parce qu'on a un miel de Vannes d'exceptionnelle qualité, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un thé de Vannes ?» Et quelques semaines après, j'ai eu la chance de pouvoir lui proposer une recette qui nous a semblé particulièrement équilibrée et qui pourrait raconter un petit peu les pérégrinations que nous avons tous tant de plaisir à avoir à Vannes, de passer de la butte de Quérino jusqu'au rempart, en passant par le port et toutes ces flâneries qui font ce plaisir unique d'être à Vannes. Et toute la difficulté quand vous créez une recette de thé, ça va être de retranscrire des émotions, des sentiments, des images, de le retranscrire en parfum pour avoir un parfum homogène qui raconte une histoire. Et on a été bien inspiré par les jardins éphémères à l'époque, et c'est vrai qu'on a voulu lui donner un côté très floral en fait, parce que malgré tout, Vannes c'est une ville assez minérale, on est dans les vieilles pierres. On a eu la chance à cette période-là d'avoir les jardins éphémères pour vraiment nous inspirer sur ce sujet, et on a fait un thé très délicat, un mélange de thé blanc et de thé vert, avec des notes fruitées, colorées, voilà, avec des senteurs, des parfums, qui sont vraiment très délicats. Et j'imagine que lorsqu'on crée, ça ne marche pas à tous les coups. J'ai eu la chance un jour de me réveiller au milieu de la nuit et d'avoir une idée de création qui a marché tout du premier coup, première recherche, premier mélange, ça a fonctionné. Bon, dans les faits, c'est assez exceptionnel. La plupart du temps, c'est souvent plusieurs semaines de travail, voire plusieurs mois. Pour ne rien vous cacher, derrière vous, il y a une armoire, Stéphanie, dans laquelle il y a énormément d'échantillons en cours qui ne me conviennent pas, qui sont à travailler, à retravailler, des dizaines et des dizaines, bien sûr, qui sortiront peut-être dans quelques mois ou dans quelques années. L'année dernière, on voulait remplacer le Happy Christmas qui arrivait en fin de vie, et donc je voulais créer une nouvelle recette. J'y ai travaillé pendant plusieurs mois et je n'ai pas réussi à ressortir un thé de Noël qui soit à la hauteur de ce que j'aurais aimé proposer. Vous proposez combien de thés différents et quel est le rapport entre ceux que vous avez sélectionnés et ceux que vous avez créés ? On a à peu près 230 thés à la carte actuellement et on a à peu près 15% de création originale. Et votre thé chouchou ? Le Happy Christmas. Je vous avouerai que je me suis gardé une toute petite réserve personnelle. C'est le privilège, du créateur. Et puis, j'ai un thé que j'aime beaucoup emmener en vacances parce que généralement, on catégorise les thés entre les floraux, les fruités, les gourmands, les épicés. Et celui-ci est à la fois gourmand, floral et fruité. Et ça s'appelle le Begin to Believe. En plus, il a un très joli nom. Pour moi, le meilleur thé du monde, c'est celui qui colle à l'état d'esprit que l'on a au moment où on le déguste. Donc, un thé, dans quelle ambiance ? Avec qui, dans quel état d'esprit, quel ami, et tout l'art va être de trouver le thé qui correspond au moment et aux personnes. C'est quoi ce plateau ? Alors, ce plateau qui est devant moi, c'est un plateau qui est ajouré avec des petits trous et dessous il y a un petit réservoir. On appelle ça un bateau à thé. Comme vous l'avez vu, on renverse pas mal d'eau. Oui, vous n'êtes pas très adroit. Et bien pourtant, c'est tout à fait délibéré. On renverse de l'eau pour montrer la profusion et pour montrer la générosité, pour montrer que, avec notre invité, nous ne comptons pas, nous remplissons largement les tasses qui débordent dans la profusion et dans la générosité, et toute cette eau coule dans le bateau à thé. Ça fait partie du rituel de la cérémonie du thé. Tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des rituels qui peuvent être parfois extrêmement codifiés, et d'autres dont la mémoire s'est perdue
au fil du temps. Dès qu'on est sur une démarche rituelle, que ce soit sur le thé ou sur n'importe quoi d'autre, il y a toujours une raison. Rien ne se fait par hasard. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui maîtrise la cérémonie du thé ou qui fait la cérémonie du thé dans sa famille, je lui demande « Ah, tiens, je vois que vous faites ça, je vois que vous cassez le poignet de telle ou telle façon, je vois que vous secouez 3 fois. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison ?» Parfois, ça s'est perdu, on dit « parce que ma grand-mère faisait ça. » Et je ne sais pas forcément pourquoi. Et puis parfois, parce qu'il y a une raison, parce que justement, les dernières gouttes de ce thé-là sont souvent les plus concentrées, ont une petite touche d'amertume. Donc on va justement insister pour les récupérer, pour donner de l'équilibre à la boisson, par exemple. C'est avec toutes ces observations que vous avez adopté votre propre gestuelle pour la cérémonie. Oui, tout à fait. Et je me rends compte que la gestuelle et ma façon de faire, de vivre et de partager la cérémonie du thé évolue avec le temps. C'est que je ne la fais pas du tout comme je la faisais il y a 10 ans, je ne la fais pas comme il y a 5 ans, et très probablement, dans les prochaines années, j'aurai encore évolué dans ma pratique, d'abord par l'apprentissage que j'en fais en réalisant au quotidien des cérémonies du thé, mais également parce que je l'enrichis à chaque rencontre, à chaque confrère, chaque disciple du thé, nous nous enrichissons mutuellement de gestuels, de symboles, pour créer quelque chose qui finalement est très lié à l'intime et très personnel dans notre façon et dans notre vision de faire la cérémonie du thé et de la façon de recevoir nos hôtes, bien sûr, à cette occasion. Cet été, vous allez quand même en proposer des insolites. Alors oui, j'ai eu envie de casser les codes et donc de vous proposer pour cet été des cérémonies du thé insolites qui vont se faire dans différents endroits de la ville. À chaque fois, vous recevrez quelques instants avant seulement la localisation précise. Et donc, on va pouvoir faire, là encore, découvrir une cérémonie du thé à la Rabine, à Quérino, dans une ruelle de Vannes, dans un endroit complètement impromptu pour bien intégrer cette nouvelle pratique et ce nouvel art de vivre à cet art de vivre vannetais dont il fait maintenant partie depuis près de 20 ans maintenant. Il faudra vous suivre sur Instagram et Facebook. Bien sûr, sur Instagram et Facebook, et vous verrez que c'est une façon de voyager avec nous en permanence. Merci Laurence, merci Stéphane pour ce délicieux moment partagé autour d'un Oolong Tung Ting du Vietnam. On vous retrouve derrière le comptoir de Thi et compagnie rue Le Hellec. Et Stéphane, cet été, en maître de cérémonie de thé dans des endroits insolites de Vannes. Faut que je sirote après. Je vais vous remontrer. J'essaye. Voilà, c'est ça. Et voyez les arômes comme ils sont différents ? Et après, fin de votre gorgée, vous inspirez comme si vous faisiez tourner l'air entre le fond de votre gorge et de votre nez. C'est technique. Et voilà. Voilà, super. Je crois que j'ai un peu avalé travers. C'est une fois que vous avez bu, c'est quand vous avez fini la gorgée. Retrouvez l'article correspondant à ce podcast dans le dernier Van Mag, disponible en magazine papier ou en ligne sur le site internet www.mairie-van.fr. On vous dit à bientôt à l'onde de Van Mag.